Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des croyances limitantes. Si vous avez déjà nagé à contre-courant, vous savez qu'on avance beaucoup moins vite et qu'on peut même reculer. Il en va de même dans l'entreprise avec toutes les croyances limitantes qui peuvent la traverser. Lorsque les entreprises font le choix de la transformation, par exemple autour de l'holacratie, il y a beaucoup de limites et de couches à ajouter. Il y a la part par exemple en codage, on a dû en parler dans plein de vidéos. Il y a aussi un certain nombre d'autres choses à regarder avant de lancer la transformation. Parmi ces autres choses, on a dû parler dans des vidéos précédentes de la raison d'être profonde du changement, qui est un élément essentiel. On a dû parler aussi des principes sources, qui sont également des éléments essentiels à prendre en compte, qui n'ont rien à voir avec l'holacratie, ni avec l'encodage de l'holacratie, mais qui sont des éléments nécessaires à regarder, à investiguer, à explorer, à travailler avant de lancer la transformation des organisations. Un autre élément aujourd'hui, c'est justement la question des croyances. Quelle que soit l'organisation concernée, on va trouver dans chacune des entreprises des croyances collectives. Vous vous rappelez, il y a trois systèmes pour adresser de façon globale une transformation systémique de l'organisation. Il y a le système individuel, il y a le système collectif constitué de l'ensemble des personnes, le corps social, et puis il y a le troisième système, là où se place l'holacratie, le système centré sur l'entreprise, cet organisme vivant doté de sa propre identité. Si on zoome sur le système 2 qui était envisagé avant même de mettre en place l'holacratie, on va trouver les croyances. Vous savez, dans ce deuxième système, le collectif, le nous, le corps social, la partie visible et la partie invisible. Et si on zoome sur la partie invisible, on va trouver dans cette partie invisible un certain nombre de choses, dont des croyances collectives inconscientes. Par exemple, lorsque le fondateur ne fait pas confiance à ses salariés, à ses employés, c'est même pas la peine d'aller vers un système de management constitutionnel, vers l'holacratie, l'adoption de l'holacratie, tout simplement parce que la confiance est nécessaire. Lorsque vous allez affecter une personne à un rôle, ça veut dire concrètement que vous allez lui déléguer une autorité explicite. Parmi toutes ces briques de base, pour ancrer et guider l'ensemble du processus de transformation, la raison d'être du changement, les principes sources, etc., il y en a un qui est essentiel également, qui sont les croyances. Prenons un exemple. Dans une entreprise qu'on a accompagnée il y a quelques mois, on s'est rendu compte complètement incidemment que les personnes avaient du mal à se faire confiance les unes avec les autres. Après avoir creusé, avoir discuté à droite à gauche, et en particulier avec le dirigeant, la personne source, on s'est rendu compte que la personne source, la personne fondatrice de cette entreprise, elle-même avait beaucoup de mal à faire confiance aux autres. C'est assez facile à comprendre, cette croyance que ce fondateur a, ou ce manque de confiance dans les salariés, est bien évidemment engrammé, à germer partout. C'est essaimé au sein de l'entreprise et au sein de tous les collaborateurs, ce qui fait que l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble des personnes de l'entreprise, ce corps social, avait engrammé une croyance collective inconsciente. Et pour le coup, cette croyance collective inconsciente, elle est carrément limitante dès lors qu'on veut envisager, de façon générale, mais encore plus lorsqu'on veut envisager, ce qui était le cas, un programme de transformation allant vers la responsabilisation des personnes. Parce qu'évidemment, un programme de responsabilité de ces personnes, comme son nom l'indique, facile à comprendre, ne peut pas se faire autrement à partir d'un pari de la confiance, d'oser la confiance. Et d'un point de vue très concret, à partir du moment où tu affectes une personne à un rôle, ça veut dire que tu lui délègues une autorité, tu lui délègues des autorités. Et ce rituel d'affectation de rôle, si en plus on rajoute la couche principe-source, nécessairement doit s'accompagner d'une confiance à la fois de celui qui affecte la personne au rôle et à la fois de la personne qui se voit affecter le rôle. Et c'est parce qu'il y a cette confiance et parce qu'il y a ce rituel que du coup la personne affectée pourra prendre l'énergie de la responsabilité de son rôle et la transformation pourra s'accomplir. Tous les êtres humains ont des croyances limitantes. Celles-ci ne sont rien d'autre qu'une construction mentale, des présupposés inconscients et qui ont un impact fort sur notre façon de penser et d'agir. Certaines croyances personnelles peuvent bien sûr être aidantes, énergisantes, penser par exemple que l'homme est bon, mais d'autres croyances peuvent être vraiment limitantes et peuvent agir comme des freins. Comme par exemple, dans la vie, il vaut mieux ne pas prendre de risques. Ou alors, s'exprimer c'est dangereux. Il vaut mieux se contenter d'écouter. Et qu'en est-il des croyances collectives? Commençons par dire qu'il y a un besoin inhérent à toute communauté humaine de se construire des repères communs. Pour l'entreprise, cette croyance collective est comme un logiciel mental, des représentations à la fois sur soi, sur les autres et sur le monde, qui deviennent l'identité du corps social. Inspiré le plus souvent par la personnalité, tout simplement, du fondateur, de la personne source qui a fondé l'entreprise. Et aussi des événements qui ont pu impacter fortement l'entreprise. Comme cette entreprise à laquelle je pense, qui a connu un échec retentissant d'un grand projet, une première tentative, on va dire, d'internationalisation, et qui a dû attendre un long moment et faire un gros travail sur elle
avant de réaliser que le problème était ailleurs et qu'il s'agissait en fait d'une croyance inconsciente limitante et que son potentiel international était bien là. Prenons un autre exemple. L'entreprise à laquelle je pense, c'est une entreprise du secteur de la restauration bio, fondée il y a une dizaine d'années par un couple d'entrepreneurs. Ce sont des gens hyper engagés et en particulier lui, non seulement il est hyper engagé, mais en plus c'est un travailleur forcené. C'est le type qui travaille 24/24, 7/7 toute l'année, c'est incroyable. Dans cette situation-là, est née une croyance collective. Naturellement, sans que personne fasse quoi que ce soit en fait. On animait une réunion de stratégie et on s'est rendu compte à travers les discussions, je ne sais plus quel moment, qu'il y avait une croyance collective, inconsciente, sous-jacente, extrêmement limitante. Il y avait une pression, on a ressenti une pression auprès des personnes. Parce que les personnes en fait avaient engrammé une croyance qu'il fallait qu'ils travaillent autant que le fondateur. Ce qui était juste impossible. Et donc c'est le fait de croire qu'il faille travailler autant et aussi bien que le fondateur leur créait une forme de pression. Et c'était viral. Tous les membres du comité de direction, par exemple, avec lesquels on était, avaient cette croyance-là. Et du coup, évidemment, ça a un impact, c'est limitant parce que c'est un impact énorme. Quand vous êtes sous stress, vous êtes moins bon, vous n'accédez plus à vos ressources. Ben, c'est ce qui se passait. Dans le cadre de cette réunion, on ne l'avait pas fait en amont, celle-là on ne l'avait pas vue. Généralement, on fait des séances de travail pour explorer les croyances limitantes en amont du programme de transformation. Celle-là nous avait échappé, mais elle nous a rattrapés. Et donc cette croyance qui était extrêmement limitante, évidemment, une fois qu'elle a été dévoilée, on a travaillé dessus pour qu'elle soit levée au plus vite pour le bien-être à la fois de toutes les personnes et pour le fonctionnement de l'ensemble de l'entreprise. Voilà encore une autre croyance auquel je pense que j'ai rencontrée dans une entreprise très récente. On s'est rendu compte que c'est très difficile de travailler avec cette entreprise parce que la croyance c'est qu'on n'a jamais le temps pour bien faire. Donc à chaque fois qu'on va organiser des choses, non, on n'a pas le temps, business, on n'a pas le temps. Mais tout le temps, de façon un peu... Bon, c'est souvent qu'on rencontre ce genre de difficultés. Évidemment, les entreprises ne nous attendent pas pour travailler et faire leur business. Donc c'est normal qu'il y ait des difficultés pour nous organiser. Mais là, c'était vraiment amplifié, extrêmement amplifié. Et après avoir creusé, on s'est rendu compte que la source du problème, c'était le patron. Je vois la difficulté que j'avais pour avoir des rendez-vous avec le patron, alors qu'il les voulait. En fait, tout le monde s'est emparé. Le comité de direction, dans un premier temps, et tout le monde se sont emparés de cette croyance. Et souvent, c'était utilisé comme excuse. Mais une excuse... jouable parce que c'était une notoriété commune que ici dans notre business, dans cette entreprise-là qui fait ce business-là, alors qu'il y en a plein d'autres qui font le même business, ben on n'a jamais le temps à cause du business. Donc une excuse couverte du business. Et donc là, on était arrivé à un point d'une croyance limitante et c'était difficile de la lever, déjà de la révéler parce qu'évidemment le patron avait du mal à l'entendre tellement il était engrammé dedans. Et puis lorsque j'ai pu le faire avec son accord, j'ai pu le coacher là-dessus, il aidait à s'organiser, c'était un problème d'organisation du travail. À ce moment-là, on a pu vraiment lever cette croyance. Donc c'est vraiment essentiel en fait de pointer, d'explorer le plus en amont possible l'ensemble des croyances collectives limitantes. Et c'est difficile parce que le plus souvent, évidemment, elles sont inconscientes. Voilà, à titre d'exemple, on va parcourir une liste de croyances limitantes pour illustrer en fait nos propos. Il n'y a pas d'ordre et la liste n'est pas exhaustive. Mais tout de suite, la première croyance qui me vient à l'esprit, qui est vraiment limitante, c'est lorsque la croyance est « on ne peut pas faire confiance aux humains ». Donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais si on ne peut pas faire confiance aux humains et la croyance limitante implicite, vous ne pouvez pas aller vers le self-management, c'est juste impossible. Le self-management s'appuie sur le pari de la confiance. Et si on ne peut pas faire confiance aux humains, il n'y a pas le pari de la confiance, par définition. Et du coup, celle-ci, elle est assez difficile à lever, il faut essayer de trouver, donc la révéler déjà, c'est important, d'expliquer que si on ne la lève pas, on ne pourra pas aller vers le self-management, donc c'est encore plus important. Et puis après, d'essayer de voir, de comprendre, tel un détective, de creuser, de voir, de diagnostiquer quelle est la source, quelle est la racine profonde de cette croyance-là et puis de la lever. Autre croyance, les managers ne veulent pas lâcher le pouvoir. Celle-là, elle est extrêmement répandue et elle est un élément bloquant, freinant dans tout programme de transformation. Alors celle-là, elle est relativement facile à lever si vous avez la chance de pouvoir travailler avec l'ensemble des managers pour qu'ils prennent conscience qu'en fait, c'est pas que leur résistance, parce qu'effectivement, ils ont des résistances, mais elles ne sont pas attribuées au fait qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. En fait, leurs résistances, elles sont juste liées au fait qu'ils sont en train de vérifier que dans le nouveau système qu'on leur propose, par exemple pour la classique, ils quittent un système existant, système A, dans lequel ils savaient naviguer, et ils veulent vérifier que dans le système B, ils vont pouvoir savoir naviguer pour traiter les sujets essentiels pour eux. C'est important de se rappeler que s'ils sont managers, c'est pas hasard. On ne devient pas manager par hasard, c'est pas vrai. Ils sont managers en général, il peut y avoir des exceptions, ils sont managers en général parce qu'ils ont une capacité particulière à ressentir certains besoins de l'organisation que les autres personnes, l'ensemble des employés, ne ressentent pas. Et ça a fait d'eux des managers. Donc c'est tout à fait normal qu'ils vérifient que dans le système
B, le système holacratie en l'occurrence, ils vont pouvoir traiter tout l'ensemble des besoins qu'ils savent être les seuls à ressentir et à discerner, les besoins de l'organisation. Et une fois qu'on leur a expliqué comment traiter, c'est ce qu'on fait dans nos parcours, par exemple, mise en mouvement des managers, on fait que ça en fait. On écoute toutes leurs objections, leurs résistances qui n'en sont pas réellement, ils veulent checker, ils sont en train de vérifier, de sonder, de vérifier la pertinence de ce framework, de cet outil plutôt. Et du coup, ils vont venir avec toutes ces objections. Et donc moi, mon job, c'est de favoriser l'émergence de ces objections et objection par objection, leur expliquer comment ils peuvent traiter ce qu'ils traitaient avec plus ou moins de difficultés dans le système conventionnel, le système actuel, comment ils peuvent le traiter avec holacratie. Donc une fois que tous ces managers ont compris ça, à ce moment-là, les résistances lâchent et ils deviennent partisans, surtout que la façon de traiter leurs besoins avec holacratie se démontre beaucoup plus efficace, performante et qu'ils ont beaucoup plus de puissance sur l'organisation qu'ils n'avaient de pouvoir dans le système précédent. Les managers ne veulent pas lâcher le pouvoir, c'est vrai, et pour des bonnes raisons, et puis c'est assez facile à lever à travers ce que je viens d'expliquer. Ça prend un peu de temps. Autre croyance aussi assez fréquente, c'est pas dans toutes les entreprises, mais c'est souvent le cas, chez nous, les gens sont gentils. Alors, c'est une croyance qui est a priori sympathique, ça part d'une bonne intention, bah oui, pourquoi on serait pas gentil? Mais dans ces entreprises-là, derrière, chez nous, les gens sont gentils, il y a une croyance limitante, parce que cette croyance interdit à tous de dire les choses aux gens. Donc les feedbacks, les retours d'expérience, etc., il n'y en a pas. Et donc c'est une entreprise dans laquelle on ne progresse pas. Sans compter qu'il y a des non-dits qui deviennent pesants et qui créent une forme de violence après, tellement ils ont été accumulés. Donc à vouloir protéger, refuser d'affronter la réalité, on affaiblit et on s'affaiblit. Alors celle-là, elle est plus difficile à lever parce qu'elle passe par la capacité d'apprendre aux gens à dire les choses, à donner du feedback, sans avoir la peur de ruiner les relations avec les autres. Donc là, la réponse, elle est d'abord de le mettre en exergue. Bon, ça dépend, il n'y a pas une réponse pour toutes les entreprises, mais la réponse à l'entreprise à laquelle je pense, c'était de dévoiler ça, de le faire découvrir, que les gens prennent sa prise de conscience. Pour beaucoup, c'est juste prise de conscience que, effectivement, ici, les gens sont gentils et que c'est limitant, ça suffit. Pour d'autres, il faut aller un petit peu plus loin parce qu'ils ont encore du mal à dire les choses parce qu'on ne leur a pas appris, ils n'ont pas été habitués, ils ne savent pas dire les choses, surtout lorsque ces choses-là ne sont pas forcément plaisantes. Et qu'il y a un risque effectif que les personnes, en entendant ces choses-là, le prennent de manière personnelle. Donc là, il y a tout un travail sur la façon de délivrer un feedback, en regard de l'importance de délivrer ce feedback, pour le bien de la personne d'ailleurs. Parce qu'une personne, vous savez, à qui on ne dit pas les choses, elle est en stress, elle le sent. Enfin, tout ça, on ressent tout. Les êtres humains sont très puissants, même s'ils n'ont pas forcément conscience. Et donc ça fait du bien de se dire les choses, mais dans un cadre évidemment avec un processus qui évidemment reste positif et constructif, dans lequel les gens se sentent en sécurité parce qu'il n'y a aucun risque de ruiner les relations avec les autres, il n'y a aucun risque que l'autre le prenne mal personnellement. La croyance suivante, qui est aussi une croyance limitante, c'est on ne livre pas ses émotions dans l'entreprise. Alors ça c'est très très répandu, en fait il y a très peu d'entreprises que je connaisse dans lesquelles le matériau du ressenti, le matériau des émotions est utilisé. Et pourtant, il est vraiment important. Alors, il ne s'agit pas de faire de l'entreprise un champ ou un espace thérapeutique, c'est pas ça. Mais il s'agit de comprendre que dès qu'il y a transformation, et aujourd'hui, il y a toujours transformation dans les entreprises, on a une époque où on enchaîne les transformations sur transformations. Il s'agit de comprendre que les gens ne perçoivent pas le changement de la même façon. Pour toi, manager, peut-être que tel changement t'apparaît assez mineur, assez faible, voire pas important. Donc, et pour autant, une personne de ton équipe va pouvoir le prendre, pour elle, ça va être extrêmement... Sa perception du changement va être disproportionnée, tu dirais. Il peut y avoir des expériences, des perceptions du changement, des perceptions de l'expérience de la transformation qui peuvent apparaître à toi, manager, comme étant disproportionnées. Parce que tu raisonnes d'un point de vue rationnel et pour toi, ce changement-là, franchement, il n'est pas énorme. Et en plus, il y a eu une concertation avant, donc les collaborateurs étaient parfaitement au courant et étaient d'accord pour aller vers cette transformation. La réalité de la vie et de l'être humain, c'est que parfois des êtres humains ont des perceptions qui provoquent des résistances, des ressentis négatifs par rapport à un changement à des hauteurs parfois incompréhensibles si tu restes au plan rationnel. Lorsque tu as au départ lancé la transformation d'entreprise, tu es allé chercher la raison d'être tripale du changement, tu as eu un potentiel d'énergie de 100. Et ce potentiel d'énergie de 100, si tu laisses les choses filer, si tu laisses les choses, les résistances négatives filer, eh bien ce potentiel de 100, c'est facile à comprendre, il va diminuer, diminuer, diminuer. Et puis tu vas arriver à un potentiel de 70, 50. Donc en fait, dans le pilotage de la transformation vers un processus de self-management, vers la responsabilisation, il est essentiel de suivre
ce niveau, ce capital d'énergie à disposition, énergie dont on a besoin pour transformer l'entreprise. Et donc ça passe par faire des points d'étape réguliers dans lesquels les personnes vont pouvoir exprimer leurs ressentis positifs et négatifs. Dans un environnement où ils vont pouvoir être écoutés sans aucun jugement et sans aucune réaction. J'insiste, sans aucun jugement et sans aucune réaction. Parce que la particularité d'un ressenti, même d'un ressenti négatif, fortement négatif, c'est qu'en fait, il peut traverser l'être humain de façon aisée. Il suffit simplement que cet être humain ait l'espace pour pouvoir l'exprimer. Avec dans cet espace des personnes, éventuellement une ou plusieurs personnes, qui ne jugent pas et qui ne réagissent pas. Dès qu'il y a cette protection-là qui est mise en place, alors c'est de la magie, tout simplement. Les ressentis sont exprimés et disparaissent et traversent la personne. Et une fois qu'ils ont ce ressenti, sont exprimés et disparaissent, eh bien, ça laisse la place au sens. On revient au sens. On revient dans le tripale. On va retrouver l'énergie profonde, le sens profond de cette transformation. Et ensuite, il y aura une mise en action. Ces espaces-là, on travaille à partir du ressenti, ensuite on revient au sens, donc on recouvre, on retrouve l'énergie profonde, l'énergie tripale, la raison d'être du changement tripale profonde. Et ensuite, on se remet en mouvement. Ce sont des points à faire régulièrement parce que dans toute transformation, il y a des personnes qui vont ressentir l'expérience de la transformation de façon plus ou moins positive. Et il y en a qui vont le ressentir de manière négative. C'est normal, pas de problème avec ça. Il suffit simplement de le gérer. Le nombre de transformations dans les entreprises où il n'y a pas ces espaces d'expression du ressenti pour revenir au sens et ensuite accompagner l'ensemble d'une mise en mouvement qui va se faire de manière automatique dès que vous avez contacté le sens, c'est vraiment important. Mais du coup, ces espaces-là, on ne peut pas les mettre en place. Il y a une entreprise dans laquelle j'ai voulu les mettre en place, il y a un blocage de chez blocage. C'est comme ça que je me suis rendu compte que c'est une culture d'ingénieurs. Ils avaient une croyance collective profonde, extraordinaire. Ressenti, c'est personnel, ça n'est pas la place dans l'entreprise. C'est en les faisant travailler là-dessus, je me suis rendu compte qu'ils avaient cette croyance-là qui était forte. Et du coup, c'était intéressant parce qu'on a pu en discuter, on a pu la lever. Et pour eux, c'était normal. Et puis, on a œuvré, mais il y avait peur, bien sûr, que cette entreprise aille vers le champ du développement personnel. Je ne suis pas en train de parler de ça. Il ne s'agit pas de faire du développement personnel. Il ne s'agit pas de faire du pathos avec des espaces de parole et des sacs de parole. Non, pas du tout. Il s'agit, lorsqu'il y a un projet, il faut une bonne raison pour ça. Dans l'accompagnement lié à un projet, une transformation, de temps en temps faire des points d'étape pour pouvoir évacuer la couche de résistance négatif, de ressenti négatif qui pénalise l'ensemble. Encore deux croyances que je voudrais vous partager. La croyance auquel je pense là tout de suite, c'est assez fréquent, surtout dans les grosses entreprises. J'ai publié une tribune là-dessus. Chaque manager a la liberté de définir lui-même comment il souhaite manager. Évidemment, c'est une croyance extrêmement limitante. Et ce qui explique que la plupart des grands groupes, en tout cas ceux que j'ai côtoyés, n'avancent pas très vite sur le champ de la transformation des entreprises parce que tel un manager fait une belle prestation. Je pense à un cas très concret dans une entreprise, il y a un manager d'un gros centre logistique qui fait des trucs énormes, un programme de transformation visant la responsabilisation des personnes et il a fait un travail magique pendant 6 ans. Et puis au bout des 6 ans, il est appelé à un autre poste, il est promu et puis il est remplacé par un nouveau. Dans la culture de ce groupe-là, quand quelqu'un est nommé manager, alors il fait ce qu'il veut. Il a son bâton de maréchal et puis il arrive sur son département, sa division, sa filiale. Et puis, il décide de l'organiser à sa main, à sa patte. Et évidemment, en moins de 6 mois, il a détruit les 6 mois précédents. Je souris, mais c'est pas drôle. Et ça, des exemples comme ça, j'en ai des tonnes. Et tout simplement parce qu'il y a une croyance importante que j'ai été amené à pointer, parce que moi, ça m'a offusqué venant de l'extérieur, que j'ai été amené à pointer et sur lesquels ils sont d'accord. Mais ils sont un peu paralysés par rapport au groupe auquel je pense, parce que c'est tellement ancré dans la culture du groupe. Culture d'entrepreneuriat. Ouais, t'es manager, t'es un entrepreneur, donc tu fais comme tu le sens. C'est toi qui entreprends. Et c'est un levier de motivation extrêmement fort pour les managers. Extrêmement compliqué de sortir de cette croyance parce qu'elle a des bons côtés et puis elle a des côtés extrêmement limitants. Là, il y a tout un travail que je commence à faire avec un grand groupe justement, qui va profond parce que ça va toucher l'identité du manager. De faire évoluer l'identité du manager pour que la nouvelle identité du manager, la valorisation du manager passe autrement que ça. C'est évident, parce que tous les managers n'ont pas la fibre managériale, encore moins la fibre de pouvoir définir le management. Donc c'est une évidence et du coup, ce sont des entreprises où il y a des belles choses qui se passent, mais ça régresse. Il y a des choses qui avancent, puis ça régresse. Et puis c'est plutôt un pas en avant, 3 pas en arrière. Donc chaque manager a la liberté de définir lui-même comment il souhaite manager. C'est une croyance qui a des vertus, bien sûr, mais elle a beaucoup d'inconvénients. Et c'est une croyance limitante dès lors que tu vas aller vers un champ de self-management qui passe par la constitution d'un référentiel managérial
qui va agglomérer toutes les bonnes pratiques et droite et gauche, et qui en même temps, toutes ces bonnes pratiques sur référentiel managérial, il va évidemment s'imposer, devenir le corpus managérial de cette entreprise et s'imposer à tous les managers. Tous les nouveaux managers vont être formés à ça, et puis ça va évoluer. Voilà, ça c'est une croyance limitante, vraiment limitante pour beaucoup d'entreprises que j'ai pu traverser. Et puis, pour terminer, une dernière croyance qui, alors là, pour le coup, est aussi répandue. Quand je dis dernière croyance, il y en a d'autres, hein, mais je vais vous donner un nombre significatif de croyances pour illustrer nos propos. La croyance qu'il faille absolument éviter le conflit. Alors ça, c'est une croyance extrêmement limitante parce qu'il y a des non-dits, en fait, énormément de non-dits. Et donc, la relation de confiance s'émousse. Parce que quand vous avez une relation de confiance avec une personne, il ne peut pas ne pas y avoir à certains moments des désaccords. Je le vois dans un champ personnel, avec mon épouse, on a régulièrement des frictions, on appelle ça des scènes de ménage. Mais c'est normal. Et à une époque, on n'avait pas compris comment ça marchait. On voulait absolument éviter les scènes de ménage. C'est idiot. Elles ne peuvent pas ne pas arriver. Il y a une relation extrêmement forte, une proximité incroyable, puisqu'on vit ensemble. Et forcément, il y a des moments de désaccord. Eh bien, on a appris à ne pas fuir ces moments de désaccord. Ces moments de désaccord, on a le droit d'être pas d'accord, et ce n'est pas un souci. Donc c'est la vie qui s'exprime. Vouloir absolument éviter le conflit, c'est couper la relation, et donc couper la relation de confiance. Et quand on creuse derrière, pourquoi les gens ont peur du conflit, on évite le conflit, c'est parce qu'ils ont peur de la violence. Parce qu'effectivement, il y a une confusion dans leur tête entre conflit et violence. Le conflit, c'est pas violent. Le conflit, c'est juste un désaccord, et tout le monde a le droit d'être dans un désaccord. Maintenant, si ce désaccord n'est pas exprimé, alors il va se transformer inéluctablement dans la longueur par de la violence. Donc éviter le conflit, c'est un sujet, il n'y a pas de réponse, j'ai répondu de manière un petit peu rapide, il faudrait creuser, mais il y a beaucoup de choses dans cette vidéo. C'est un sujet qu'il faut creuser, qui mérite d'être creusé. Parce qu'il y a beaucoup de leviers derrière. Pour l'avoir fait 2 ou 3 fois dans des entreprises, il y a beaucoup de choses qui ont permis de faire des pas de géant à cette entreprise, et en particulier le fait d'exprimer son mal vécu, le fait d'exprimer des feedbacks. Enfin, il y a beaucoup de gisements derrière dans la performance de l'entreprise et dans la capacité des personnes à s'emparer de l'énergie de responsabilité dans leur rôle. Parce que s'ils ne sont pas en capacité de pouvoir exprimer les choses, exprimer des désaccords, de se mettre dans une situation où ils se retrouvent avec un point de vue particulier qui n'est pas celui de l'équipe. Et s'ils ne savent pas gérer ça, alors ils ne pourront pas prendre l'énergie de la responsabilité de leur rôle, c'est trop important. Donc en conclusion, vous avez compris que pour espérer transformer son entreprise en profondeur sur les 6 territoires, avec succès, il faut être capable de porter vigilance à la puissance des croyances collectives, inconscientes, qui peuvent être limitantes. Ça passe nécessairement, en tout cas c'est comme ça qu'on le fait, avec un espace d'exploration, un espace de sensibilisation, où vous allez pouvoir lever les principales croyances limitantes, parce que c'est finalement assez facile, dès qu'on est centré là-dessus, de les lever, de voir comment on les traite les unes après les autres, et en même temps de rester vigilant, parce qu'on n'est pas à l'abri que durant cette transformation, de temps en temps, à l'occasion, il y ait pointent le bout de leur nez des croyances limitantes inconscientes que tu n'avais pas vues avant. Merci.